Yo, 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 bienvenue à tous sur Radio Dixie. Est-ce que tout va bien sous le soleil texan, Baptiste? Ça va, ça va. Écoute, si tu me permets, avant qu'on commence, j'aimerais juste faire un petit point sur SOS Maman Solo. Oui, bien sûr. J'en profite, c'est vraiment le truc important que j'ai à dire là. Après, je te laisse faire. Je voulais vous dire qu'il reste 7 jours à compter d'aujourd'hui pour participer au concours SOS pour soutenir SOS Maman Solo. Avec chasseautexas.com, on vous offre un voyage au Texas pour 2 personnes selon vos dates. Je précise, vous choisissez les dates. Alors, on a notre calendrier, bien sûr, on a des dates disponibles, mais ce sera le voyage. Vous choisissez les dates. Vous avez le vol et le logement inclus pour 2 personnes et vous avez 2000 € d'activité au choix sur le catalogue. Pour participer, c'est très simple, 25 $ de donation sur la cagnotte de SOS Maman Solo. C'est l'association dont je m'occupe qui s'occupe des femmes enceintes en difficulté, voilà, des jeunes femmes enceintes en difficulté pour essayer de leur proposer une alternative à l'avortement. En ce moment, on se mobilise beaucoup, en ce moment, on a beaucoup de boulot, ça avance pas mal, donc ce serait super si vous pouviez nous soutenir. Et là, ça vous donne une très bonne excuse pour nous soutenir, puisque en échange de ce don, vous avez quand même une véritable chance de gagner un voyage. Parce que je tiens à préciser que quand vous faites ce genre de concours, généralement, il y a des dizaines de milliers de participants, voire plus. Donc, la chance de gagner est minime. Or, ça reste quand même très restrictif, notre concours. Vous avez que quelques centaines de participants. Au dernier concours, c'était 400. Donc, 400 sur 400 participations, ça vous laisse quand même une grosse chance de gagner le voyage. Et en plus de ça, nous, ça nous aide beaucoup. Déjà, d'une, ça nous aide parce que ça nous aide financièrement, évidemment, mais également ça nous montre votre soutien et ça c'est très important parce que en ce moment, comme je l'ai dit, on se mobilise, on a beaucoup de boulot et c'est toujours un peu dur. On fait ça sur notre temps libre, on fait ça en plus, etc. C'est toujours un peu dur de voir qu'il y a qu'un tout petit pourcentage de gens qui est capable de se mobiliser. Que ce soit pour les faire un don, parce que voilà, là il y a un jeu concours, il faut faire un don, donc c'est de l'argent, mais même pour partager, pour partager les réels, pour partager le jeu concours, etc. Donc voilà, si ça importe, si vous pensez que ce genre, vous êtes d'accord avec notre combat, que vous pensez que c'est important ce qu'on fait, que vous voulez même juste nous remercier, nous montrer que ce qu'on fait c'est important, participez, 25 $. Voilà, sur la cagnotte, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de ne pas faire votre don en anonyme, parce que si vous faites votre don en anonyme, vous ne pouvez pas être tiré au sort, évidemment, parce qu'on on peut pas vous retrouver. Et si vous voulez participer plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Faites simplement plusieurs dons séparés de 25 $. Encore une fois, c'est important pour nous, c'est important pour ce qu'on fait, c'est important aussi pour qu'on ait un retour et qu'on voit que ce qu'on fait, ça compte. Moi, vous savez, ces voyages, je les offre de ma poche. Donc j'en fais un par saison. Je ne sais pas si vous voyez combien ça me coûte à l'année. En fait, c'est comme si je faisais 10 000 € de dons à l'association de ma poche par an. Voilà, clairement. Parce que cet argent, je ne me rembourse pas dessus. Il faut bien comprendre que l'argent entier des dons va à l'association. Je ne déduis pas le prix du voyage des dons. Donc moi, c'est comme si, c'est-à-dire qu'au lieu de décider de faire 2500 balles, en gros, de dons à l'association, je décide de mettre le voyage en jeu. Et comme ça génère 10 000 € de dons généralement pour l'association, tu vois. Donc c'est rentable pour l'association, mais pas pour moi. Moi, ça me coûte de l'argent. Mais voilà, je vous le dis, montrez-nous que ce qu'on fait, ça compte. Vous voyez, on essaie vraiment de faire le maximum. J'essaye toujours de garder, malgré mon éloignement, etc., de faire des choses utiles que je pense utiles en France. Je vis très bien avec chasseautexas.com, je pourrais faire que ça, très clairement, et n'en avoir rien à foutre. J'aurais pas besoin de faire Radio Dixie ni de faire SOS Maman Solo. Radio Dixie, je le fais. Alors, on a une petite compensation financière quand même, mais c'est vrai que Radio Dixie, je le fais parce que j'ai envie d'avoir toujours un truc où je me dis on peut aider des gens, les faire avancer sur leur position politique, religieuse, etc. Et très souvent, j'ai des très très bons retours, donc je suis très satisfait de ce podcast. J'ai des excellents retours. Il y a plein de gens qui me disent ça m'a fait énormément changer et tout. Donc, on le garde. SOS Maman Solo, je le fais parce que j'ai à cœur de toujours aider la France, mine de rien, d'ici au moins de faire quelque chose que je pense vraiment utile. Et sur ce sujet de l'avortement, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Là, on aide des vrais innocents, parce que je parle pas des mamans, mais je parle bien des bébés. Donc vraiment, voilà, montrez-nous un petit peu de soutien, une participation. Vous avez vraiment le lien en description. Et voilà, n'oubliez pas, le tirage au sort, c'est dimanche à minuit. Donc, il faut vraiment participer avant dimanche 26 octobre, minuit. Voilà, je te laisse. Désolé, ça a été un peu long. Ah, y a pas de problème. En plus, j'en ai profité pour faire mon don de 25 $ parce que je l'avais fait les Merci fois beaucoup. précédentes, mais pas cette fois-ci. Merci, Et, j'apprécie. euh, Merci, poto. et puis, en fait, si je comprends bien, on a autant de chances que gagner à la tombola du village, mais on gagne un prix beaucoup plus gros.
Donc Ouais, allez-y, ça globalement, vaut le c'est coup. ça. Ouais. Merci, mec, Et, si- merci. et sinon, aujourd'hui, les gars, on va analyser plein d'infos en réagissant à de nombreux extraits, en commençant par Hidalgo qui est relaxé concernant ses notes de frais, le musée du Louvre qui vient d'être cambriolé ce matin, encore de nouvelles taxes dans le budget du nouveau gouvernement, un ministre qui apprend sa nomination à la télé, ça c'est lunaire aussi, les finances de la Tour Eiffel complètement dans le rouge, les écolos de Lyon qui refont un chantier flambant neuf parce que le bus ne passe plus, l'achat catastrophique de Tesla par la police belge, ça c'est magnifique. Je veux juste répondre à un commentaire de quelqu'un parce que c'est intéressant qui dit Baptiste, une question, tu es contre le système social français. Moi aussi, mais SOS Maman Solo, entre autres, aide les mamans dans leur démarche pour avoir des aides sociales. C'est un peu contradictoire avec les valeurs, mais dans le fond, c'est une bonne initiative. Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire que je suis contre le système social, ça c'est vrai. Par contre, je ne suis pas contre le fait que des gens qui aient contribué à ce système social puissent en récupérer un peu une partie. Quand une maman qu'on aide touche du système social, en vérité, elle l'a donné, puisque dans son salaire, elle touche qu'une petite partie de son salaire parce qu'elle a donné aux aides sociales. Chaque fois qu'elle achète un truc, etc., elle a une énorme TVA, tout ça. Donc en fait, dans le système dans lequel on est, quand vous récupérez des aides sociales, vous récupérez un petit peu de ce que vous avez donné, tu vois. Là, j'ai eu l'exemple d'un client, il a eu un restaurant toute sa vie à Paris, tu vois. Là, il a plus son resto et puis il fait autre chose, bref. Et puis là, il s'est fait faire installer je crois que c'est des panneaux, non, une pompe à chaleur. Il s'est fait installer une pompe à chaleur. Il était sur le cul. Il m'a dit, tu te rends compte, c'est financé à 90% par l'État. Mais il trouvait ça scandaleux, mais il les a pris. Et donc là, on peut pas dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, il est contre. Mais tu te rends compte, c'est par rapport à ce qu'il a donné pendant Ah 30 ans avec oui. son restaurant, sa pompe à chaleur, il l'a payé 200 000 fois. Donc, entre guillemets, on donne de toute façon cet argent. Donc, autant qu'on le récupère un peu pour les nôtres. Voilà. Moi, ce que je Ouais. suis, c'est contre dans l'absolu. C'est-à-dire, je veux qu'on l'enlève. Je suis pas contre les gens qui reprennent, tu vois. Enfin, C'est voilà. ça, les gens Qu'on de soit d'accord. droite, les gens de droite, les conservateurs, qui sont les principaux créateurs de richesse en France et dans le Oui. monde, toute l'année, leur argent, il est extorqué pour aller financer des films à la con, pour aller financer des avortements, justement, ou d'autres choses de ce type. Donc, il n'y a rien de mal à ce que ces gens-là puissent avoir leur argent réorienté vers leurs valeurs. C'est un plaisir que de participer à récupérer de l'argent dans les poches de la République Ah ouais, maçonnique pour ouais. C'est clair. empêcher des avortements. Ouais, c'est clair que bon, c'est clair. Voilà, bon, enfin bref, tout ça, voilà, je clôt avec ce moment solo. On peut continuer. Ah bah très bien, je sais pas s'il y avait d'autres choses de ton côté avant que je Non, me je vais lance. rester avec ça déjà, j'ai déjà monopolisé pas Le mal. principal, Peu. bah, c'est Ouais. super important, donc tu fais bien. Moi, de mon côté, je me diversifie. En plus des casquettes, je vous propose maintenant des t-shirts disponibles sur leguise.com, sobres, stylés, tout en vous permettant d'afficher vos idées dans ce monde rempli de socialistes. Optez pour le t-shirt serpent libertarien avec l'inscription Don't Tread on Me, qui est vraiment, vraiment stylé. Ou sinon, vous avez aussi le classique du Guise, qui est le drapeau chilien en hommage au général Pinochet. Et puis, vous avez aussi évidemment accès à des modèles pour les émissions Radio Dixie et Les Méchants Capitalistes. D'ailleurs, comme toutes les semaines, je vous ai partagé sur Patreon un nouvel épisode du podcast Les Méchants Capitalistes que je fais avec mes potes libertariens. Cette semaine, on a notamment réagi à un documentaire critique de la société capitaliste américaine, de cet énorme port de Michael Moore. Et spoiler Ah, Michael alerte, Moore. Alors, quoi on le voit dans le documentaire ou pas? Il Dans est, ce documentaire, ouais, on le voit parfois. Ouais. il est gros comment maintenant? Parce qu'en fait, il y a pas Ah, longtemps, mec. il y a pas longtemps, tu connais ce jeu où on te dit, tu sais, t'as une minute et par exemple, je dis combien tu peux citer je sais pas moi, par exemple, de marques de déodorant, tu vois? Et De toi, tu vas base. dire 10, moi, je vais dire 12, par exemple, toi, tu dis 15, et après, je te dis, ok, vas-y, et tu dois les citer. Là, la Ouais. question, c'était, donc on jouait avec des Américains, combien tu peux citer de mecs connus de plus de 300 pounds? Et on a eu un débat sur Michael Moore. Et c'était juste là, il y a 2 jours. Savoir si Michael Moore faisait plus de 300 pounds. Incroyable. Donc maintenant que tu l'as vu, est-ce que tu penses qu'il fait plus de 130 kilos à peu près ou pas? Mais Moi, je pense. le documentaire, il date pas de cette année, mais je Ah pense qu'il est fait. merde. Je pense qu'il fait Ouais, il est plus, ouais, fait. cet Il est fait. énorme Bon. cochon-là. Voilà, donc En c'est plus, bon. c'est pas du muscle, Ça hein. compte. Ah C'est non, ah tout. oui, bah non, là on parlait de 130 kilos. Oui, non, Michael Moore, c'est pas The Rock. C'est pas Baptiste Ah Marché. ah ouais. Et spoiler alert, il y a évidemment rien qui va dans ce documentaire, mec. On a pété Ouais, des de toute plombs et on façon, s'est bien marré. tu Rendez-vous sais sur qu'il s'est Patreon. déjà Ouais. fait menacer par Clint Eastwood. Mais non. Ouais, sur scène, je crois que c'était pendant une cérémonie. Il faisait un truc où il allait chez les stars ou je sais pas quoi, et Clint Eastwood il lui a dit si tu sonnes chez moi, je te tue, je te tire dessus.
Et tout le monde a rigolé, et Clétus, il a fait « Non, 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 je suis sérieux, je te tire dessus. » Et genre, il y a eu un grand blanc, tu vois. Magnifique. Ah, c'est Ah bon bah ouais, ça. ah ouais, magnifique. Ah, magnifique le Clint Eastwood. C'est sur patreon.com/leguise. Et toi, Mac, il y a du nouveau sur Patreon peut-être depuis la semaine Oui, bah, je dernière? vais poster une vidéo tout à l'heure, là. Ah bah Je vais poster parfait. une vidéo tout à l'heure, donc voilà. Il y aura du nouveau, effectivement. Ça arrive, là, il y a une Génial. revue de matos qui arrive, et puis un vlog qui arrive à la fin du mois, là. Voilà. Génial. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Et moi, je voulais commencer avec une petite information très républicaine. Vous savez, il y a l'association L'Union parisienne qui, depuis 5 ans, tente d'obtenir la transparence sur les dépenses de représentation, de déplacement et de réception d'Anne Hidalgo. Mais il y a quelques À tous jours, les épisodes, on il y a parle des d'Anne avancées Hidalgo. là-dessus. Grave. Mais là, justement, c'est la fin. C'est la fin, comme on pouvait Ah, s'y la fin de attendre. l'histoire. Fin de Eh l'histoire. ouais. Il y a quelques jours, le Conseil d'État a mis un point final au combat de l'association en mettant fin à la procédure, se contentant d'une seule phrase explicative. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Donc c'est très vague. Ainsi, l'affaire n'aura pas de suite. Hidalgo n'aura rien besoin de justifier et le contribuable Oh va là continuer là à bien là se là faire là prendre. là là là. Quelle surprise! Incroyable. Incroyable. Bah voilà. Bah voilà. Mais après, ce que je tiens à préciser, c'est que, bon, en vérité, ça change rien. Parce que regardez France Télévisions, on a eu le détail. Et de toute façon, il n'y a pas de suite. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut. Je le dis à chaque fois, mais on ne peut pas gagner contre l'État, puisque l'État est partout. Quand Oui. on te dit, par exemple, on vous portez plainte contre l'État, ça n'a pas de sens. Parce que l'État peut faire que vous perdiez le procès, mais l'État peut aussi vous laisser gagner le procès et ne pas. Il n'y a pas de juge d'application des peines pour l'État, si D'exécution, vous ouais. préférez. Voilà. Il y a pas. C'est-à-dire que l'État, même s'il est condamné, il dit bah non. Et voilà. Il peut faire ce qu'il veut Il fait le minimum nécessaire pour pas que les gens pètent un plomb. pour que ça ressemble à une démocratie. Voilà, ça, que Ouais. ça ressemble à un truc libre. Tu vois, regardez, donc tu peux. C'est-à-dire que dans une dictature forte et assumée, tu peux pas porter plainte contre l'État. Tu vois. Là, ici, tu peux, c'est juste que ça n'a aucune incidence. Dans une dictature forte et assumée, au moins tu perds pas de temps. Ah oui, voilà. Oui, au moins, il n'y a pas de frais Là, t'as des administratifs. frais. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'URSS de Staline, tu dis, mais attendez, le mec du Comintern, il dépense trop d'argent là. Bon, tu disparais. Voilà. Au moins, c'est réglé. Alors que dans l'URSS d'Emmanuel Macron, on dit, oui, c'est vrai. Et c'est tout. Et après, tu fais, ah bon, mais alors, c'est illégal, non? Oui, c'est illégal. D'accord. Mais donc, Et on donc, et du continue. coup, Tout à fait. bah, c'est illégal. Voilà. Voilà. Et on dit, ouais, vous avez vu? On est un pays libre, hein? Ah bah ouais, ouais, effectivement. Ah, Effectivement. c'est dur, c'est dur. En plus, ils sont là, genre, oui, tout à fait, bien, bien noté. Effectivement, c'est illégal. Bien joué. Et, Vous l'avez vu. et ça, c'est quand ça D'accord. va trop loin. Mais quand ils peuvent se Ouais. permettre de pas salir Oui, leur image, ils se c'est contentent ça. d'annuler le procès. France Télévisions, ils ont vraiment fait genre. Oui, effectivement, on a acheté une piscine à 1 million d'euros. Qui Et aurait donc, dû être facturé et donc, 250 et 000 donc euros. quelqu'un va être viré. Non, non, mais juste, voilà, on reconnaît, voilà. Bien vu. On Bien vu. reconnaît, on a fait la vente. Voilà, c'est ça. Mais donc, vous allez arrêter maintenant? Non. Ah bon. On va J'ai continuer l'impression à que se mettre c'est bien. dans Camelot, tu sais. Et donc, l'année prochaine, vous allez dépenser la même chose, à peu de choses près. Mais qu'est-ce qui change, par exemple? Rien. Ah, donc c'est la même chose. Voilà. Même un peu plus, peut-être. Oui, voilà, peut-être un peu plus. Ah Euh, bon, ça va alors. mais Bah, vaut mieux en rire, hein. vous allez baisser quelques salaires, vous allez faire attention au nombre de Ah vacances quand non, même. ah non, pas du tout. Non? Ok. On va engager des mecs. Ah d'accord. Mais par contre, vous avez raison. Oui, par contre, on reconnaît. Ah d'accord. Parce qu'on est un pays libre. Ah d'accord. Aïe, Bon, aïe, aïe. Oh, bon bah, putain. c'est bien. Et justement, dans ce beau pays Écoute, libre, où tout est très bien géré par l'État, le musée du oui, tout Louvre est parfait. a été cambriolé ce matin, mec. C'est Et vrai, j'ai vu ça, je l'ai vu. ils ont dérobé une valeur inestimable de bijoux, dont certains de Napoléon et de l'impératrice. Je te passe un petit Ouais. extrait explicatif. Le musée du Louvre fermé pour la journée. À cet instant, les visiteurs contraints d'évacuer ignorent tout du spectaculaire braquage qui s'est produit vers 9h30 ce matin. Dans cette galerie, la galerie d'Apollon, qui abrite les diamants de la couronne. Une salle comme un écrin pour une vingtaine de joyaux de l'Ancien Régime au Second Empire. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place donne les premières précisions.
des individus sont pénétrés par l'extérieur du musée du Louvre en utilisant une nacelle donc qui était positionnée sur un camion. Donc ils ont fracturé la fenêtre et puis se sont dirigés vers un certain nombre de vitrines où ils ont dérobé des bijoux dont je ne donnerai pas la liste, je crois qu'il y a une enquête judiciaire, mais qui sont des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale et qui ont une valeur inestimable en réalité. La nacelle utilisée par les malfaiteurs, la voici, abandonnée le long de cette aile qui donne côté Seine. Selon les premières constatations, les individus, 3 ou 4, auraient scié les barreaux de fenêtres avec une tronçonneuse, puis fracturé les vitrines. Le braquage a duré 7 minutes. Une équipe chevronnée, selon les enquêteurs. Tout s'est passé alors que le musée venait d'ouvrir et que les visiteurs patientaient dans la file d'attente. Le préjudice est en cours d'évaluation. Le Louvre établit la liste précise des bijoux dérobés. Quelle sécurité! Oui, je tiens à préciser plusieurs choses. La sécurité, pour y avoir travaillé pendant longtemps, il faut bien comprendre qu'en France, la sécurité, c'est toujours du bluff. C'est-à-dire que si demain, moi, je vous avais dit, venez, on prend une nacelle, on se gare devant le Louvre et on monte par la fenêtre, tout le monde aurait dit, mais c'est impossible, on va se faire arrêter direct. Et en fait, c'est parce que tu penses ça que ça n'arrive pas. Parce qu'en J'imagine qu'il y a vérité, des comme lasers on ou des met trucs comme toujours. ça, tu sais. Ouais, ou juste des agents qui sont formés et Ouais, tout. bah ouais. Mais en fait, comme on met le minimum de budget dans la sécurité toujours, en fait, vous avez des agents de sécurité qui sont payés au SMIC, qui ont des formations très basiques, et ils n'ont pas une procédure pour ça. Et dans leur tête, quand ils voient une nacelle et tout, ils se disent ah bah c'est des travaux, parce que quand il y a des travaux, on les prévient pas. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc, c'est que toute la chaîne hiérarchique est merdique. Moi, j'ai travaillé chez Dassault Falcon Service sur les pistes, donc chez le Dassault, mais pas le constructeur, la compagnie aérienne. Vous avez des jets privés qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros, remplis avec les affaires de leurs propriétaires. À l'intérieur, il y a des iPads, des machins, des trucs en or, des bijoux, parce que les mecs laissent dans leur jet, comme tu laisses dans ta bagnole, tu vois. C'est gardé et tout. Il n'y a aucune sécurité. Mais quand je vous dis aucune sécurité, c'est Ouh là, tu donnes des rien. mauvaises idées là. Non, bah oui, mais moi, je sais très bien que si je voulais, j'allais là-bas. Là, maintenant que j'y travaille plus, je parle. Je sais comment rentrer, aller, prendre tout ce que je veux et ressortir sans rien. Mais le truc, c'est que les gens se disent, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils tentent pas, en fait. Pendant que j'ai travaillé là-bas, pendant plusieurs années, les barrières périmétriques, vous avez les barrières tout autour, vous avez, avec une alarme si jamais tu grimpes sur les barrières. Bah, les alarmes étaient en panne. Elles n'ont pas été réparées pendant plusieurs années. C'est-à-dire que tu pouvais grimper les barrières et rentrer sur les pistes et Ça, tout. c'était Il où? n'y avait rien. Mais je ne vais pas le dire parce que là, Ok, là, ouais, vraiment, ouais. tu vas Mais commencer vraiment à c'était. inciter les gens à le faire. Mais c'est en D'accord, France, ok, oui. ouais. Ouais, En mais France. est-ce que c'est un aéroport public pour par C'est un curiosité? aéroport. C'est un Ah, c'est aéroport, ça. ouais, c'est l'aéroport du Bourget. C'est l'aéroport du Bourget. Bah voilà, c'est dit. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Mais on est Mais d'accord, ce mec, que je veux il y a une différence entre les affaires d'un riche dans son jet privé et puis les bijoux de Napoléon et de l'impératrice. Oui, sauf qu'il y a aussi un accès aux pistes aériennes, qui est ça, est très sécurisé normalement. Contrôle la tour, par exemple, des contrôleurs aériens, etc. Normalement, là, il en va de la sécurité publique. C'est des ZHS, des zones haute sécurité. Il y a aussi des chargements de kérosène et d'oxygène dans les hangars. Donc, il y a des produits explosifs. Donc là, Ok, ouais. c'est pas que garder les trucs des millionnaires, c'est aussi, normalement, l'accès aux pistes aériennes. C'est-à-dire que si tu vas à Roissy, tu vas à Charles de Gaulle, tu peux pas juste aller sur les pistes, t'as vu, tu vas te faire, tu vois. Et ben en fait, là-bas, comme ça repose sur du bluff. Mais en vérité, un mec qui débarque, tu vois, qui saute la grille, il marche, dans 2 minutes, il est dans la tour avec les contrôles aériens. Donc Toi, après, tu la donnes gendarmerie va venir, mais c'est incroyable qu'il puisse arriver là. Tu tu vois. donnes des idées tu donnes des idées à Daesh là. Mais Incitation non, au mais il y a- terrorisme. ouais, mais c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame aussi. Tu sais, à Notre-Dame, le mec, c'est pareil, tu sais, ça a commencé à cramer, il savait pas quoi faire, parce qu'en fait, il n'y a rien de prévu. Et donc, moi, ça me surprend pas que ça, ce soit possible au Louvre. Et donc, Ensuite, même s'il y avait un agent de sécurité dans la pièce en il a question, vu il la aurait rien nacelle. fait. Ouais, il aurait Bah, rien pu s'il faire. était dans la pièce quand les mecs ont commencé à attaquer la fenêtre, bah, il a sûrement appelé les autres agents en disant ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais il a dû se dire que c'était des travaux, sûrement. Parce que, sauf si les mecs étaient gagoulés, peut-être Mais pas, tu vois. Mais est-ce je veux dire, que ça te paraît pas. c'est gigantesque le Louvre, peut-être tu peux pas avoir des agents partout. Tu penses pas que tu peux avoir un agent par salle avec des bijoux d'une valeur inestimable? Non, mais normalement, en fait, c'est même pas un besoin de ça. Parce que je te dis, la sécurité, je connais bien. C'est une question de protocole. Normalement, déjà, il y a un truc qui se gare sur le truc. Il devrait y avoir directement un protocole de
tu le donnes au PC, ok, il y a un véhicule, il est immatriculé de temps, il est là, est-ce qu'il y a une autorisation? Je le vois pas sur la liste des véhicules autorisés. Tout de suite, on va dire non, il n'y est pas. Hop, t'appelles, t'as un lien direct avec la police, etc. Ensuite, pareil, sur les alarmes, etc. Il doit y avoir un protocole en mode, bon, bah là, il y a une alarme qui s'est déclenchée dans tel truc, on va sécuriser cette pièce, hop, un tu vois. En fait, il n'y a pas besoin, mais c'est pas ça qui est fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a Rachid qui est en bas, il est payé au SMIC, il parle grossièrement français, il a un CQP agent de sécurité, il voit la nacelle, il se dit, bah, de toute façon, on me prévient jamais, moi, quand il y a des travaux, ce qui est vrai. Tu vois, il n'a pas de liste de véhicules autorisés, il a rien. Et surtout, il n'en a rien à branler. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est le problème, il vient de là. Bon, le deuxième truc que je vais faire par rapport aux bijoux, c'est que ces bijoux-là, vous savez, ils n'ont pas été volés pour rien. J'ai vu des gens tout à l'heure dans les commentaires qui disaient ils vont fondre l'or et tout. Mais non, pas du tout. Parce que si vous savez, si vous voulez acheter juste voler de l'or, vous braquez un magasin d'achat et de revente d'or et vous le fondez. Là, c'est la valeur, ils l'ont dit, il y a une valeur patrimoniale, il y a une valeur parce que c'est les bijoux de Napoléon, etc. Ça va être très certainement revendu au marché noir à des grands collectionneurs en Chine ou au Moyen-Orient, etc. Et donc, des fois, je dis bien des fois c'est mieux que les bijoux ils aillent danser chez ces gens-là parce que ils en prennent plus soin, tu vois ce que je veux dire, que quand c'est nous l'État, tu vois. Donc des fois ça sera mieux sécurisé dans une grande collection d'un privé chinois qu'en France. Non mais je plaisante parce que c'est terrible, mais je sais pas si tu te rappelles le Guise, mais il y a plusieurs années, on avait fait un épisode où il y avait un mec qui était rentré à Thoiry, qui avait tué un rhinocéros et volé les cornes. Tu te rappelles? Il y avait du braconnage à l'intérieur du zoo. Tu te rappelles ou pas? C'était il y a longtemps. C'était au tout début de Radio Dicty. Il y avait eu du braconnage et carrément des cornes de rhino. Donc tu t'imagines, si on peut... Enfin, voilà, tu vois, je veux dire, on peut vraiment, comme le ouvre en pleine journée devant tout le monde, on peut carrément braconner des rhinocéros dans les eaux. Ça, c'est vraiment complètement... Il n'y a plus de limite, quoi. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Mais écoute, je te propose de passer au prochain sujet. Vas-y. Et là, c'est pas mal parce que c'est Laurence Ferrari qui nous explique que le gouvernement, pourtant soutenu par la droite, le nouveau gouvernement, est à travers son projet de budget 2026 encore plus socialiste que les socialistes. Sur ce TikTok, dans les commentaires, j'ai vu un truc marrant de quelqu'un qui disait qu'il trouvait ça effrayant que Laurence Ferrari se radicalise. Si tu ouvres les commentaires, tu verras, c'est dans les Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Les frères Rapetou sont de retour. Vous pensiez qu'un Premier ministre venu des rangs de la droite et que la droite a soutenu pour qu'il ne soit pas renversé ce matin allait vous faire des cadeaux? Mais vous vous trompez lourdement. C'est pire qu'un gouvernement socialiste. Non seulement il faudra payer l'ardoise de la suspension de la réforme des retraites, ça personne n'y coupera et cela va se chiffrer en milliards d'euros, mais au programme, il y a aussi le gel des pensions, la suppression de l'abattement de 10% sur les retraites, l'augmentation de la TVA des auto-entrepreneurs et des artisans, une taxe sur les produits de vapotage de 30 à 50 centimes, une taxe de 8% sur les compléments de salaire comme les tickets restaurants ou les chèques vacances. Attendez, ce n'est pas fini. Le doublement des franchises sur les médicaments et les transports médicaux, une taxe sur les mutuelles santé qui fera augmenter les cotisations pour les assurés. Le pire, une taxe sur les indemnités journalières versées aux personnes atteintes de maladies longues et graves comme le cancer, le diabète ou l'asthme, en gros 14 millions de Français. Sans oublier la volonté glaçante d'augmenter les impôts de succession dans un sinistre remake de « J'irai taxer sur vos tombes ». Mesdames et messieurs, voilà le budget qui nous est proposé. Sera-t-il amendé? Sera-t-il modifié? Il y a peu de chance car c'est toujours la même rengaine. Pour financer la hausse des dépenses publiques, il faut plus d'impôts, plus de taxes sur ceux qui travaillent et ceux qui produisent. Faut que tu craches, faut que tu payes. Nous sommes les frères qui rappent tout. On en débat dans Punchline ce soir. Bon. Laurence Ferrari qui se plaint que rajouter des nouvelles taxes et impôts dans le pays le plus imposé du monde, c'est mal, c'est se radicaliser. C'est bien ça, si je comprends. Oui, le commentaire. Il disait ça premier degré, le commentaire. Il disait pas ça pour rigoler. Il disait ça premier degré. Mais oui, mais il faut reconnaître que quand même, c'est un discours qui est tout nouveau, ça. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient d'arriver. Là, ça surprend les gens, en fait. Certaines personnes. Quand on a commencé Radio Dixie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas ce discours. Même s'il y avait CNews déjà qui faisait un discours de droite et tout, il n'y avait pas encore ce discours libéral à droite. Pas autant et pas aussi démocratisé. Là. Faut avouer qu'en ce moment, on parle de plus en plus. Alors, c'est aussi parce qu'on est certainement arrivé au paroxysme de ce qui est possible, tu vois. Et que là, les mecs commencent à se dire, attends, mais là, tu vois, c'est-à-dire que la maison entière est construite de taxes. Donc, c'est un peu difficile de regarder autre part.
C'est l'axe Trump, Milley, Radio Dixie. Oui, non, mais bon, Radio Dixie, mais oui, c'est l'axe Trump-Milley. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai envie de dire Trump-Milley, Sarah Knafo qui a popularisé pas mal le truc sur le débat public. J'ai vraiment l'impression, parce que la dernière fois, j'ai entendu aussi comment il s'appelle Pascal Pro, tenir des discours comme ça sur la privatisation du service public, sur ce genre de choses. C'est quand même tout nouveau, tout ça. C'est quand même tout nouveau. Donc bon, il faut que ça continue, hein, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que là, globalement, j'imagine que tu as un petit peu regardé le nouveau budget là ou pas En fait, c'est ce qu'elle décrit. Il y Oui, a un oui. chiffre impactant, c'est qu'il y a 29 nouvelles taxes ou impôts ou retrait de niches fiscales ou augmentation d'impôts. Donc il y a 29 trucs qui vont dans le sens plus de taxes. Mais il y a aussi une augmentation des dépenses publiques. Putain. Donc c'est quand même incroyable dans le nouveau budget. Et là, je me dis, mais comment on arrive à ça? Mais comment c'est possible? Ouais, c'est là. Alors, je Parce que c'est pas LFI au pouvoir. Non, mais encore une fois, moi, ma grande théorie, c'est que la subvention, c'est la façon de notre État aujourd'hui de tout contrôler. Subventionner, c'est contrôler. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pour ça qu'en fait, parce qu'ils ne sont pas complètement débiles non plus, c'est pas des trisomiques. Pourquoi ils ne retiennent... Pourquoi ils veulent absolument pas... Ils font genre qu'ils ont des bouchons d'oreilles, des œillères. Ils veulent surtout pas réduire les dépenses publiques. C'est trop bizarre. Mais en fait, c'est parce que c'est la façon de garder le contrôle partout. Il y a deux solutions, en vérité. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pour que les gens qui comprennent comment ça fonctionne, je vais prendre un mec dans le chat, là, Monsieur Giroud. Voilà, il y a un mec qui s'appelle Giroud. Giroud, si Giroud, il gagne 1000 € et qu'il garde ses 1000 €, voilà. Bon, il est indépendant, il a ses 1000 €, il fait ce qu'il veut. Maintenant, si il garde 1000 €, il gagne 1000 €, qu'il m'en donne 500 et que je lui en rends 500, pour que je lui rende les 500, il y a des conditions. C'est-à-dire que je taxe 500, et après, je redonne 500 même, ou 400, 50 ou quoi, en subvention. Mais du coup, il est dépendant de l'État pour ces 500-là. Tu fais ce que je te dis. Entre guillemets, il peut pas déjà vouloir la disparition de l'État parce qu'il a plus ces 500-là. Il peut pas... et puis il y a vouloir voter contre ça. Il va vouloir voter pour ça aux prochaines élections. Bien sûr. Et puis il va voter pour eux. Là, ça, c'est vraiment l'achat de vote, mec. L'achat de vote, et même pas que de ça, parce que c'est là aussi le contrôle de la production, le contrôle des banques, de tout. En fait, c'est d'avoir, en tout cas, ne serait-ce que un pied. C'est comme un investissement finalement de l'État. C'est comme si l'État devenait actionnaire de tout, partout. Tu vois. C'est bien parce qu'il investit avec votre argent. Voilà, et c'est encore plus génial parce qu'il investit avec votre argent. Et donc, ça permet de garder ce contrôle. Et moi, je l'ai vu par exemple, regardez, pendant le Covid, ça a été très intéressant. Pendant le Covid, ils ont dit à tous les restaurateurs, vous fermez, tu vois. Et les restaurateurs, il y en avait plein qui étaient contre ces fermetures. Et moi, j'ai même été, parce qu'à côté de chez mes parents, il y avait une manifestation de restaurateurs qui étaient contre, tu vois, et qui n'étaient pas contents. Il y avait les médias. Et moi, j'étais voir, je leur ai dit, ouvrez tout simplement, tu vois. Ah non, mais t'es malade, là, ils nous donnent un complément, etc. et tout. Si on ouvre de force, ils vont pas nous donner ce complément-là et en plus, on va se prendre une amende. Voilà. Donc, t'as tout à perdre. Ben voilà, tout simplement. Ils avaient besoin de cette subvention de l'État et du coup, ça les empêchait d'être réellement opposés. Donc, je pense vraiment que c'est cette volonté de garder ces billes partout qui fait qu'il y a autant de dépenses. On subventionne la presse, on subventionne l'art, on subventionne tout. Ça permet de tout contrôler en vérité. On taxe les entreprises et du coup, les entreprises doivent être subventionnées derrière aussi, tu vois. Enfin, Et puis on garde le pouvoir parce que ces gens-là vont voter pour nous, parce qu'on les fait vivre. Et puis dans tous les cas, c'est une vérité générale, mec. Celui-là qui te finance, il te contrôle. Il n'y a pas besoin d'aller dans beaucoup de... C'est ça. Et le truc, c'est qu'il te finance avec ton propre argent pour certains, pour d'autres, c'est avec l'argent des autres. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je pense que c'est vraiment dans cet axe-là qu'il faut comprendre le côté pourquoi il y a un refus catégorique de baisser les dépenses, tu vois. Et je suis assez certain qu'il y a aussi ce genre de choses à l'étranger, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi beaucoup de... Dans toutes les républiques démocratiques, mec. Non, mais je parle dans l'argent qu'on envoie à l'étranger, tu sais, dans l'aide publique au développement, etc. Il y a aussi certainement des contreparties. Alors, il y a aussi beaucoup de
beaucoup de corruption là-dedans, mais il y a aussi forcément des contreparties, tu vois. C'est une façon d'avoir Mais ces billets. Et c'est une façon qui paraît qui a un aspect complètement lisse et démocratique, en fait. C'est ça le truc, surtout. c'est ce qu'explique Elon Musk. C'est la meilleure façon de laver de l'argent et de prendre sa part. Si les dépenses baissent, ils peuvent moins se servir en Ah ouais, pourcentage. bien sûr, bien sûr. Chaque projet, chaque aide, chaque financement, chaque subvention, c'est une façon aussi de s'en remettre un petit peu dans la poche à chaque fois, en tant que, Ouais. en tant que politicien, en tant que fonctionnaire, etc. Et tu sais, en parlant de fonctionnaires, combien il y a de fonctionnaires en France, tu te souviens? Ah, je sais plus, mais c'est 300 000, c'est ça? Non, non, Je sais c'est plus beaucoup combien. plus, c'est en millions, Ah ouais. mec. En tout et pour tout, tu veux dire, avec, en comptant les Les forces gens de qui sont police et payés tout? par l'État, ouais. Ah oui, oui, ça fait énormément là, ouais. Oui. Ouais. On est sur plusieurs millions, on est Oui, on est autour sur de 6 millions. 6 voilà, millions de c'est ça, fonctionnaires, c'était comme c'est dit dans le un chat. Français sur un ce que j'allais dire, c'était on est autour d'un Français sur 10 qui est payé par l'État. Exactement. Et par contre, ils veulent faire des dépenses sur le nombre de fonctionnaires. Tu sais combien il y a de fonctionnaires en moins, c'est dans leur nouveau budget? Non. 3000. Ah quand même! Dis C'est donc. un beau pourcentage. Ah ouais, quand même, dis donc. Moins 3000 fonctionnaires sur 6 millions. Ils se foutent vraiment de notre gueule, bordel de merde. Mais ça permet de J'oserais mettre la même pas le ligne dire. aussi, hein. Ça permet de mettre la ligne dans le truc. Parce que dit à l'oral, tu peux dire, sans mentir, on a réduit le nombre de fonctionnaires. C'est vrai. On a réduit le nombre de fonctionnaires. Voilà. Et C'est-à-dire que tu gagnes dans les deux tableaux. Parce que les fonctionnaires qui sont contre la réduction du nombre de fonctionnaires, tu leur dis non, mais on a supprimé que 3000 postes qui étaient des postes non essentiels. Donc ils se disent bon, bah ça va. Et pour les autres qui sont pour la réduction du nombre de fonctionnaires, tu peux leur dire bah, nous, on l'a fait. Nous, on est les premiers, par exemple, depuis je sais pas combien de temps, à réduire le nombre de fonctionnaires. Bon, après, on ne dit pas le chiffre, mais voilà. Donc c'est ça, très vrai ce que tu dis parce que c'est des manœuvres. Hein. c'est le concept de l'attention sélective. Le cerveau humain, il va porter plus attention à ce qu'il conforte dans ses idées. Ah oui, ah oui. Donc le cerveau humain, il va retenir, ah, il baisse les fonctionnaires, et l'autre, il va retenir, ah, ils en baissent que 3000. Bah ça a été la politique de Macron aussi avec, depuis des années avec le Premier ministre. Prendre un Premier ministre de droite et avoir une posture de gauche. Comme ça, c'est le Premier ministre qui conforte la droite en disant, ou le ministre de l'Intérieur, tu sais, ouais, la racaille, les machins et tout, quand Macron ne prend jamais ce truc-là. Ce qui fait que pour les gens qui sont plutôt du côté, qui soutiennent Macron, mais plutôt du côté gauche, ils vont dire, ah, mais il faut vraiment qu'il change ce ministre, tu vois, c'est pas possible, c'est pas pour ça que j'ai voté. Et pour les autres qui soutiennent Macron, mais qui sont plutôt du côté droite, il va dire, ah voilà, enfin Macron, il prend des décisions, il a pris un Premier ministre, lui qui est bien, tu C'est vois. ça. Donc tu Le confortes les deux. retraité boomer ultra-centriste, il va quand même voter pour Macron, qu'il soit de droite ou de gauche, Voilà, sur cette question-là. C'est ça. Ouais. Et tu sais ce qu'elle a dit, Yael Braun-Pivet, parce qu'ils veulent aussi augmenter la taxation sur l'héritage, hein, comme si on n'était pas Ah déjà oui, taxé à oui, 50%, j'ai vu ça, voire même évidemment. beaucoup plus quand on n'est pas directement descendant de la personne. Alors que c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael L'argent qui tombe du Braun-Pivet, ciel, c'est ça? qui a appelé à taxer davantage les héritages en déclarant que vous savez, le truc qui tombe du ciel, il y a un moment, ça suffit. En fait, c'est intéressant comment on traite ça. Il y a les gens qui parlent d'héritage et qui sont genre, en fait, ils ne traitent ça que d'un point de vue, c'est du point de vue de celui qui hérite. C'est-à-dire que c'est toujours celui qui hérite et dire ouais mais toi tu hérites machin. Mais on parle jamais de l'inverse. On parle pas de celui qui donne. Parce qu'en fait en vérité dans l'héritage c'est celui qui donne. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dit putain moi je vais travailler ça, je vais mettre tel argent de côté ou je vais acheter tel truc pour le léguer à mes enfants. Tu vois. Et là c'est à lui que tu dis non. Et en fait on te présente jamais ça comme ça parce qu'évidemment ça paraît complètement immoral. Donc on te le présente du point de vue du mec qui a rien fait. Tu vois. Mais en fait c'est pas un mec qui a rien fait, c'est un mec qui a rien fait parce qu'il y en a un qui a fait. Voilà. Dans les deux, il y en a un qui a bossé et il y en a beaucoup qui bossent dans cette optique. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons et tout en disant bah ouais mais celle-là mes gosses ils vont la garder etc. Tandis que si on leur avait dit bah non en fait personne n'a hérité, il aurait dit bah ouais bah dans ce cas je me reste dans mon appart, tu vois. Donc il y a vraiment il y a un mec, sachant que l'État s'est servi tout le long de la vie du mec, bien Ah sûr. oui, c'est ça. Évidemment. C'est ça que j'allais dire. Le mec a payé 50% minimum quand il a gagné Oui. l'argent. Ensuite, quand il a consommé. Ensuite, il avait peut-être des impôts sur le capital, etc., etc. Au final, le 10-20% qui lui reste de ce qu'il a généré toute sa vie, non, il peut pas le léguer à qui il veut. Il peut Voilà. pas le léguer à sa progéniture. Il peut pas le léguer à des gens qui partagent ses valeurs. Il faut que ça aille dans les mains de la putain de République. Voilà. Non mais c'est C'est pas possible d'être contre non, l'héritage. Bah, écoute, et après, il y a un truc, de toute façon, ils sont contre l'héritage de manière générale, avec un grand H, puisqu'ils sont contre l'héritage culturel, contre, tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas de valeur de la filiation, etc. Donc, du coup, pour eux, c'est un tout, tu vois. Le fait que peut-être cette maison, elle est dans la famille depuis l'arrière-grand-père, que c'est une valeur familiale, ou ça, ils en ont rien à branler, tu vois, ces gens-là. Ah oui. Donc, Parce que le mec qui reçoit cette maison,
En fait, ça, c'est une des grosses critiques de Yael Braun-Pivet. Elle en a marre de l'héritage qui va de génération en génération en génération. Mais le mec qui reçoit cette maison, il décide de ne pas la vendre, de ne pas la dilapider, parce qu'il a aussi envie de la léguer à ses enfants. Donc il Bah se évidemment, sacrifie bien sûr, de ce bien côté-là sûr, aussi. Aïe, bien aïe, sûr. aïe. Prochain sujet, on en a plein. Ça, c'est lunaire. Allez, Hein. non mais ça c'est exceptionnel parce que ça montre aussi une différence qui est assez récente, je dirais, qui s'est vraiment accélérée dans ces 5 dernières années, j'ai envie de dire. C'est on n'a plus du tout à se cacher. Vous voyez, tout à l'heure, quand je faisais la blague en disant à France Télévisions, tu sais, ah bah oui, on a acheté une piscine et tout. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on a testé en fait jusqu'à où on pouvait vraiment prendre les Français pour des cons. Et maintenant qu'on sait que les Français, et je pense que le Covid, ça a vraiment été le meilleur truc, tu vois. Parce que le Covid, ça a été une énorme partie de Jacadi, le Covid. Tu sais, ça a été vraiment genre, mettez un masque, sautez sur un pied, mettez vos enfants dans des cercles à la récré et tout. Et on a vu qu'en fait, les Français, tu peux vraiment tout leur faire. Donc du coup, il y a plus, tu vois, il y a eu la crise des gilets jaunes, ça a été le test ultime, ok. Donc, est-ce que vraiment ça peut donner quelque chose? Non, c'est bon. En fait, il suffit de leur tirer dessus au LBD et c'est bon. Donc maintenant, on a passé cette crise, on sait qu'il n'y a pas de révolution possible et tout. Donc, c'est open bar et il n'y a plus besoin de se cacher. Et là, tu as vraiment un ministre qui vous dit, on s'en bat les couilles, tu vois. Vraiment, open, tu vois. Devant tout le monde. Rien à branler. Il en a rien à branler et il l'assume complètement. Et là, le fait qu'il fasse même plus semblant, c'est incroyable, quoi. C'est ultra révélateur. Vraiment... Mais oui. Et même dans sa façon de parler. Ça montre qu'on est des serpillères. Hein. Ça montre qu'on est des serpillères. Parce que ça, c'est passé. Ah, il n'y a pas de problème. T'as pas de révolution pour autant. Hein. T'as personne qui a appelé à sa démission. Pas de souci. Incroyable. Vous allez voir ce que le ministre dit. En gros, c'est le ministre de quoi? De la ruralité. Ministre de la ruralité, Michel Fournier, qui raconte avoir découvert sa nomination dimanche soir en regardant la télévision. C'est vraiment lunaire. Voilà. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? T'apprends dimanche soir. À la télé? Oui. Que vous êtes nommé ministre? Oui. Monsieur Lecornu, vous n'avez pas prévenu? On avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé? Oui. Et comment? Puis ça intéresse. Comment je réagis? Voilà. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. c'est la réalité. Tu vois, on n'est pas... voilà. Rien à branler du tout. Vous vous rendez compte? Non mais il rigole et tout. Hein. Je veux dire, quel peuple peut accepter ça à part un peuple de salopes? Parce que là, c'est ça. Hein. À part un peuple de salopes. Qui peut accepter un truc pareil? Le mec, déjà, on dirait que déjà le mec... Attends, mais c'est pas... Attends, je veux juste dire un truc, mec. Juste avant que tu te lances dans ça, je veux juste remettre les choses au clair. Hein. C'est pas un conseiller municipal du hameau du coin. Hein. C'est un ministre de la République. Hein. C'est le numéro 10, numéro 11 de la République. Oui. C'est le gars, il va décider de l'avenir de millions de personnes. Ouais, non, voilà. Mais... Voilà. Et voilà. Et sa femme, t'as vu? Ouais, ma femme a regardé un film. C'est-à-dire que comment vous a réagi? Voilà. Il s'en branle. Parce qu'il s'en branle, parce qu'il n'y a aucune pression. Vous vous rendez compte que normalement, dans un truc normal, vous êtes ministre, il y a une pression incroyable. Et d'ailleurs, c'est censé être l'argument de pourquoi on les dédommage si grassement. Parce qu'ils sont payés et ils ont des avantages incroyables. Et on te dit à chaque fois, oui, mais quand même, ministre, c'est énormément de pression, tout ça. Il a la pression, ce fils de pute, là? Aucun risque. Vous avez l'impression qu'il a la pression? Aucun risque. Aucun risque. Il connaît rien à la ruralité. D'ailleurs, il s'en branle. Il n'y a aucune attente de résultat. Il n'y a rien. Il s'en fout. Voilà. Il est juste content. Le seul truc qu'il a quand même pas osé dire, c'est qu'est-ce que ça vous a fait? Je suis content parce que je vais pouvoir m'acheter une nouvelle bagnole. Voilà. Ça, il a oublié de le dire, tu vois. Mais voilà. Je vais pouvoir m'acheter une 3e BM. De toute façon, je suis fonctionnaire. Encore une fois, le problème, c'est depuis que j'ai 25 ans. Le problème, c'est nous. Pression. Je peux vous assurer que ça, là, je peux vous assurer que ça, pour le coup, aux États-Unis, ça ne passerait pas. Tu vois. Là, pour le coup, il y aurait tout de suite des membres du Congrès qui demanderaient la démission et tout. Enfin, ce serait vraiment incroyable, quoi. Mais dans plein de pays du monde, je veux dire, putain, mais comment c'est possible qu'on en soit arrivé là, quoi? C'est clair, les mecs nous pissent dessus. Littéralement. Là, le mec nous pisse dessus. C'est pas grave. Parce que même un mec normal qui a une promotion dans son entreprise, il est un peu stressé, il prend ça au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Même au niveau individuel. Les inconnus, ils auraient fait un sketch ou le Palmacho. Je suis même pas sûr qu'ils auraient autant exagéré. Tu vois ce que je veux dire?
On dirait un C'est vrai, personnage hein. d'un sketch des Inconnus. Tu vois, ils auraient fait un sketch sur un mec qui devient Ouais. ministre. Il y avait le gars, il y a un sketch des Inconnus où le ministre, il est en train de s'échauffer la voix avant de passer dans un débat, tu sais. J'ai pas vu. Et il s'échauffe la voix, donc au début il fait babobi bobu, et après il fait petit peuple de merde, je te pisse dessus et tout, tu sais. Et après il fait monsieur le ministre, c'est à vous. Ah, très bien, tu vois. Mais en fait, maintenant, tu vois C'est la ça, même chose. dans un sketch. Oui, c'est la même chose, sauf que là, il est passé pas en arrière-boutique. Dans Ouais. le sketch, le ministre, il dit ça avant d'être au micro. Là, les mecs, c'est au micro directement, face à la télé. Ils ne font plus semblant, quoi. Il y a Non, ma non, femme mais qui a regardé, il y a ma femme qui a regardé Julie Lescaut. Moi, j'en ai rien à branler. Ça m'en touche ta une femme, sans elle faire regarde bouger un film, l'autre. on lui dit ton mari, il est ministre. Ah, bah, super. Non, mais vous vous rendez compte le niveau. Et puis le mec, là, il a l'air grabataire, on est d'accord en plus. Hein. On dirait vraiment le mec du café du coin, Il arrive même pas à parler, mec. Gérard. Il Ouais. arrive pas à Oh, aligner bah, 3 mots. oh, bah, j'ai vu ça à la télé. Tu sais, t'es là, mais gros, mais Ben voilà. vous avez 90 ans, monsieur. C'est genre vraiment. Ah, Le bah, mec, à la il télé, finit aucune phrase. c'était avant, Il fait attention à la voilà. marche. Après Jean-Luc Reichmann. On aime bien Jean-Luc Reichmann. Ah On dirait, ouais. putain, mais quoi, bordel. Putain, mais même quand il y a un joueur de foot de l'équipe de France qui apprend à la télé qu'il est, qu'il est sélectionné en équipe de France, il prend ça plus au sérieux, quoi. Non, mais Et voilà, ils bref. se réunissent en famille, ils filment, Mais en ils font fait, une c'est pour déclaration ça que solennelle. c'est pour ce genre de truc que j'ai plus aucun espoir envers les Français à chaque fois quand je critique le peuple. Mais je veux dire, le matériel humain, vous voyez, en fait, on peut donner les idées qu'on veut. À partir du moment où tu as un peuple qui accepte ça, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a personne qui le croise au quotidien et qui lui mette la tête dans les chiottes. Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, demain, je le crois, mais vraiment, tu vois, je m'en fous, c'est obligatoire. Et non, non, les gens, non. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Non, mais je vous jure. Les mecs peuvent marcher dans la rue tranquille. C'est ça qui est fou, en fait. Tu vois, c'est qu'après tout ce qu'ils nous font, ils peuvent marcher dans la rue tranquille sans se faire agresser. Et ça, Mais tu c'est sais ça, qu'il peut c'est se faire, incroyable. tu sais qu'il peut se faire filmer le bide et le sguégalère dans un appartement parisien avec une escorte Ils colombienne de sont à 18 quel ans. sexe et tout. Il va rien lui arriver, du coup il s'en fout, zéro pression. Il peut faire ce qu'il veut, et il sert à Ouais, rien. Il est juste là pour faire l'acteur et puis pour faire quelques apparitions médiatiques 1 ou 2 fois par ouais, mois. ouais. Rien à branler. Ah là là, la République, la République. Je crois qu'il y a encore des gens qui nous écoutent qui sont républicains. Ça, c'est étonnant aussi. Et De quoi? mais il y a encore des gens qui nous écoutent qui sont républicains. Donc ça, c'est étonnant aussi. Mais bon, il faut tout pour faire un Ouais. monde. Non, mais après, il y a républicain et républicain, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui ne croient pas spécialement autour de la royauté ou ce genre de truc, mais tu sais, qui. Donc de facto, en fait, il reste que républicain. Mais après, des gens qui nous écoutent, qui sont pro-république dans le sens la République française, je suis pas Bande sûr. sur la République. Ouais, non, je pense pas. Ouais. T'as raison. Et on vous parlait en début d'émission du cambriolage du Louvre qui vient d'avoir lieu. Et vous allez voir que la Tour Eiffel est aussi très bien gérée. La Chambre régionale des comptes d'Île-de-France nous informe que les finances de la Tour Eiffel sont complètement dans le rouge. Le Vous allez truc. voir, il Non, n'y a non, mais absolument rien attends. qui va. Le truc Il y a rien qui va. le plus facile à être rentable au monde, je pense. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te Il y a- dire. Mais on va en parler, mais vous allez voir, c'est incroyable d'être déficitaire avec le truc vraiment où il n'y a rien. Mais allons-y. Toutes les informations, il y en a 5-6, il n'y en a aucune qui va. Non, il y en a de fous. Les finances de la Tour Eiffel sont dans le rouge. Malgré des 6,4 millions de visiteurs en 2024, les comptes de l'édifice parisien sont mal en point. En fait, selon le rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, les pertes liées à la billetterie et les investissements de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui gère l'édifice, a perdu 305 millions d'euros au cours de la période 2020-2024, notamment avec une fréquentation qui a été inférieure de 10,66 millions de visiteurs aux prévisions, entraînant donc 155,07 millions d'euros de manque à gagner en matière de recettes de billetterie. Mais ce n'est pas tout ce qui explique la situation financière de l'édifice. Comme le révèle le rapport, la dernière campagne de peinture a accusé un retard de 14 ans, avec à la clé une corrosion supplémentaire et des surcoûts, tout comme le renforcement des normes de protection contre l'exposition au plomb et le remplacement de l'ascenseur nord, dont le montant des réparations a doublé par rapport aux estimations initiales. Autre source de dépenses, la masse salariale qui a augmenté de 31% depuis 2020, tout comme le salaire moyen des employés qui a augmenté
augmenté de 17%. Le rapport mentionne que la politique de rémunération généreuse et de primes ne sont pas toujours liées à l'accomplissement d'une prestation effective, et les auteurs s'étonnent aussi du maintien de la majorité des postes de caissiers malgré le développement de la vente en ligne. Face à cette situation financière, la société qui gère la Tour Eiffel a notamment augmenté le tarif du billet de 29% en juin 2024 pour renflouer les caisses. Aïe, 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 aïe. Non mais. Faut comprendre un truc, hein. Donc, si tu fais payer la place, je sais pas combien elle est la place, mais juste tu l'as fait payer 15 balles. Tu l'as fait payer 15 balles, ok. 6,4 millions, ça fait 100 millions d'euros de budget. 16 millions, mais on va dire 100 millions. 100 millions d'euros de budget par an. Par an, hein. Par an. Juste avec les ventes de billets, hein. Il n'y a rien à faire à part entretenir les ascenseurs. Parce que tu sais qu'en plus, il est loup pour des films, pour des événements, pour des trucs comme ça. Oui, mais juste avec les billets, tu es à 100 millions d'euros de budget par an. De la billetterie, comme on dit, normalement, billetterie en ligne, tu vois, même si tu mets un caissier en bas, tu vois, disons, mais pourquoi il y a, je sais pas combien de caissiers et tout, oui, mais de la billetterie en ligne, des portiques automatiques, voilà, en bas, ou peu importe, tu vois, je veux dire, 100 millions, les rénovations, etc., tout ça, là, comme il dit, combien d'années de 14 ans, c'est ça qu'il a dit 14 ans de retard. 14 ans de retard. Mais comment il peut y avoir 14 ans de retard? C'est pas un an ou deux. 14 ans. C'est-à-dire que pendant 14 ans. Au sommet de la Tour Eiffel, c'est 36 euros par personne. Pendant 36 euros par personne. Ah, ok. Donc là, je refais mon calcul du coup. 6 c'est le double, 400 000. Ouais. C'est le double à peu près. Ouais, 36. Donc là, on est à 230 400 000 euros de budget. Juste pour l'entretien. Juste pour l'entretien d'un bâtiment en ferraille qui n'est pas si grand que ça non plus. Mais bien sûr, mais puis l'entretien, attention, c'est l'entretien des ascenseurs, et puis voilà, bon, les lumières, les machins. Bon, les gars, comment c'est possible? Non mais. Mais mec, tu donnes ça à n'importe quel chef de PME dans le mais verre il est riche en France. Mais le mec, il chie des lingots d'or. Mais oui, parce qu'il paye pas de taxes en plus vu que c'est public. T'imagines? Parce que sur les 230 000 euros là, de 400 000 de budget, c'est du bénéf, puisque c'est du pur budget, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à reverser à l'État. Ça n'a aucun sens. Alors, vous allez nous dire que c'est une entreprise qui gère la Tour Eiffel, mais c'est une entreprise qui appartient à 99% à la ville de Paris et à 1% à la région. Donc c'est comme la SNCF, c'est une entreprise d'État. Attends, je veux juste voir un truc. Je veux calculer. Je voudrais savoir combien a coûté la Tour Eiffel à construire. Et je voudrais savoir combien ça a coûté à construire, en prenant en compte l'inflation. Combien ça coûterait aujourd'hui? On va pouvoir en faire une nouvelle tous les ans. Mais oui, c'est ce que je voudrais voir. Combien a coûté la Tour Eiffel? Non, peut-être pas, mais je veux voir. La Tour Eiffel. Ça peut coûter, mec. Je pense pas que ça coûte plus de 200 millions que de faire un bâtiment comme ça. C'était pas prêt à la réponse. Hein, la réponse. Donc le coût de construction en 87-89 fut de 7 799 401 francs or. Ok. Les sources courantes l'équivalent à 32 millions d'euros. Et avec l'inflation. Ouais, avec l'inflation. Aujourd'hui, ça coûterait 32 millions d'euros de la construire. Le prix que ça a coûté à l'époque coûterait 32 millions. C'est 32 millions d'euros modernes, tu vois. Il y en a qui disent 35 millions, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Donc, 35 millions. C'est-à-dire qu'en fait, avec le budget annuel, tu peux en construire 8. Une par an. Non, par an, tu peux en 8 construire par an. 8 par an. Attends, mon mec, on pourrait avoir 200 tours Eiffel. Depuis qu'elle existe, on en aurait. Je sais pas si c'est ce budget depuis qu'elle existe, mais depuis les dernières décennies. Voilà. L'État, la République. Sur les 10 dernières années, on aurait pu construire 80 tours Eiffel. Non mais voilà, enfin bref, les gars, ça n'a aucun sens. Je veux dire, vraiment... non mais tu donnes la Tour Eiffel au patron du PMU de ton village, au moins il arrive à être à zéro. Il arrive à pas être déficitaire. Tu donnes, non mais ce qui est incroyable, plutôt, c'est tu donnes la Tour Eiffel, qui est un des monuments les plus visités au monde, à l'État, ils arrivent à perdre de l'argent. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire de publicité. Il y a zéro budget communication à faire, exactement. Il y a entretenir les ascenseurs et la peinture et vendre des tickets. C'est tout. Il faut juste un moyen de paiement pour les Shintok qui débarquent tous les ans. Clic, clic, clic. Et c'est bon, il n'y a rien à faire. Et entretenir un peu. La catastrophe. L'enfer.
Donner le désert du Sahara aux socialistes, on manquera de sable Ah oui. en un an, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr, dans 10 ans, ils demandent du sable. Non, mais c'est incroyable. Il y a l'État et puis il y a l'État français. Hein. L'État français, il est en plus particulièrement, vraiment, c'est. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils s'en battent les couilles. Tu vois, à partir du moment où tu t'en bats les couilles, bon. Bon, c'est pas leur argent, ils s'en battent Ah les oui. couilles. Ils peuvent être déficitaires parce que dans tous les cas, c'est une société qui appartient à l'État, donc tout comme la Parce SNCF, ils vont qu'en se faire vérité, renflouer de si le mec millions et de qui est en milliards chaque charge année. de ça, si le mec qui est en charge de ça, il avait, même si c'était l'État, mais que le mec en charge de ça avait genre des obligations de résultat, tu vois, par exemple, bon, bah déjà, le mec, rien que pour garder son poste, il ferait au moins un peu gaffe, tu vois. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est. Le gars, là, on te dit c'est déficitaire, mais est-ce que quelqu'un va être viré, encore une fois? Non. Donc c'est ça le truc. En fait, c'est toujours pareil. Tu vois. C'est ce que je disais souvent avec l'école publique. Tu sais. Je disais, il faut bien comprendre que les profs, ils ont une classe de 30 élèves, qu'il y en ait 29 qui aient leur bac ou un, ils sont payés pareil. Donc qu'est-ce que vous voulez? Tu vois. C'est en fait à un moment, il n'y a que dans le public où tu n'as aucune obligation de résultat. Il n'y a personne dans le privé où on dit. Il n'y a personne, il n'y a pas un mec dans le privé qui travaille dans le privé, où le mec qui fait de la mise en rayon chez Leclerc, on lui dit, alors que ce soit bien mis en rayon ou que tout soit dans les mauvais rayons, tu seras payé pareil. Bah non, évidemment que non. Tu garderas ton poste à vie. Si c'est dans les mauvais rayons, t'es viré, tu vois, en fait, simplement. Et si jamais t'es viré, t'as un parachute doré. Et entre le Louvre qui se fait cambrioler, entre ton histoire d'aéroport public, entre l'histoire de la Tour Eiffel, en fait, il n'y a absolument personne qui va démissionner, personne qui va être viré, parce qu'en France, personne n'est responsable de rien. Ouais, personne n'est responsable de rien. Tout est géré par l'État, tout est dystopié par l'État, personne n'en a rien à foutre parce que personne ne dépense son propre argent. C'est vraiment un pays où il n'y a aucune responsabilité, malheureusement, à part dans le peu de privé qui reste. Est-ce que tu veux passer au sujet suivant? Attends, je vérifie juste un truc, un comparatif avec la Statue de la Liberté pour voir. Ah, mais c'est sûr que c'est bénéficiaire. C'est beaucoup moins visité que la Tour Eiffel. Mais on va voir. Ah ouais. Combien il y a eu de visiteurs chez nous? Je ne me rappelle plus. Combien il y avait de visiteurs à la Tour Eiffel? On a dit 6 400 000, c'est ça? Donc déjà, c'est 2 fois plus que la Statue de la Liberté. Oui. Des recettes plus élevées que ses dépenses. Voilà. Ah, ok. Ils ont la recette 33,5 millions de dollars, dépenses 17,9 millions de dollars. Voilà, tout simplement. Allez, terminé. C'est la preuve parfaite. Parfaite que l'État français fait de la merde sur tout ce qui touche. C'est public, donc ils n'ont pas à faire de entre guillemets de profit, tu vois. C'est géré par le National Park Service. C'est une agence fédérale qui gère ça. Tu donnerais ça à un privé, bon, le mec se ferait des couilles en or. Tu donnes ça à l'État américain, bon, ils arrivent à faire un peu d'argent. Tu donnes ça à l'État français, ils perdent de l'argent, quoi. Pour renflouer les caisses avec l'argent du contribuable tous les ans, alors qu'on est déjà ultra déficitaire, qu'on est déjà ultra endetté. C'est la France qui a offert la Statue de la Liberté aux US. Oui, bah, valait mieux. Parce que si on l'avait gardée chez nous, ça nous coûterait du fric. Donc, c'est ça, mec. Si on l'avait gardée sur le sol français, on serait encore plus déficitaire, et vous serez encore plus imposé, il y aura encore plus d'inflation, encore plus de dettes. On devrait tout leur donner, je pense. Ce serait bien. Putain. Mais d'un point de vue financier, c'est mieux de donner la Tour Eiffel aux Américains que de la garder. La catastrophe. Vous perdez de l'argent parce qu'on garde la Tour Eiffel en France, ce bordel de merde. Le monument qui est dans le top 3 des monuments les plus visités au monde nous coûte de l'argent. C'est vraiment... Qu'ils aillent se faire. En fait, tu vois ce que je veux dire? En fait, là, regarde, là, on peut faire une compile, et c'est pour ça à chaque fois on parle de South Park, mais là, on peut faire une compile des infos qu'on vous donne. Le ministre qui fait ah bon, je suis ministre, la Tour Eiffel perd de l'argent et tout. C'est même plus. Tu sais, il y a différents stades en fait. Il y a les mauvaises politiques, il y a des choses qui sont révoltantes et tout. On en arrive à des trucs qui sont grotesques. Tu vois? La politique en France, ça devient complètement grotesque. On n'arrive même plus à être en colère. Tellement ça devient ridicule, quoi. Il y a personne qui se sent mal pour ça en plus. Genre le directeur de l'entreprise qui gère la Tour Eiffel, je suis sûr, il te justifie ça. Et à aucun moment il fait son mea culpa. Et en fait, le problème, c'est que ce mec-là, on ne sait pas qui c'est. On le voit pas. Il n'a pas de compte à rendre. On sait, on peut trouver son nom si tu cherches. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie de tous les jours, il s'en bat les couilles. Il a de compte à rendre à personne. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ce mec-là, il devrait passer devant un tribunal populaire, tu vois. Et on devrait lui dire, bah, en fait, vous avez fait perdre tant d'argent au peuple français. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, tu vois? Voilà, mais non. Donc du coup, extrêmement triste là-dedans, c'est que des hauts fonctionnaires de ce type-là, grassement payés, qui n'ont rien à foutre de rien, il y en a des milliers. Ah bah oui, on en chie les paquets entiers. Tous ces
Aïe, 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 aïe. En parlant d'épisodes de South Park, il n'y a pas qu'à Paris, hein, c'est évidemment toutes les villes de France qui sont gangrénées par le collectivisme. Le maire de Lyon oui, a décidé ici de supprimer 48 places de stationnement pour pouvoir installer de la végétalisation. Oui, mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce qu'on s'est rendu compte très rapidement, à quelques jours de la livraison du chantier, que les bus ne pouvaient plus passer dans cette rue. Et donc, comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui, une entreprise est intervenue pour tout casser, de telle sorte à ce que les bus puissent enfin repasser sur cette rue. Cela montre bien l'amateurisme de la ville de Lyon et des écologistes qui font du dogmatisme en permanence et qui ne voient pas la réalité du terrain. En 2026, tout ça va évidemment changer. Non. South Park. Spoiler, en 2026, rien ne va changer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on peut faire un épisode de 8 heures où on vous montre que des trucs comme ça, en fait. D'accord ? Et ce sera juste les trucs des 2 derniers mois, tu vois, ou du mois. C'est que, tout ça, c'est encore une dans les fois, dernières je vais semaines, vous ouais. faire exactement la même chose que ce qu'on vient de répéter en boucle. Il y a un mec qui a pris une décision, qui s'en bat les couilles, donc on construit, on casse, ça coûte je sais pas combien aux Lyonnais. Est-ce qu'il va y avoir une sanction ? Non. Est-ce qu'il a des comptes à rendre ? Non. Et ce qu'il y a ne serait-ce que... Est-ce qu'il va avoir une augmentation de 17% l'année prochaine ? Oui. Oui. Putain. Non, mais voilà, vous voyez, en fait, et on peut faire ça partout. Et donc, là, multiplié par le nombre de trucs, les conseils, les communes, les conseils régionaux, les conseils départementaux, l'État, les trucs pris, les entreprises, les machins et tout. Et après, on dit, il faut faire on commence à réfléchir sur les baisses de dépenses publiques. Mais déjà, tout ça, là, tous ces trucs, c'est combien, là ? C'est combien à la fin ? Tout mis bout à bout. Il y a 36 000 communes en France. D'accord ? Sur les 36 000 communes, il y en a combien qui jettent de l'argent par les fenêtres ? Sur les régions, sur tous les conseils départementaux, il y a combien ? 97 départements. C'est ça, 99%, je crois. mec. 99%. Combien jettent de l'argent ? Et toute cette somme, ça représente combien ? Toutes les régions, combien pareil ? À la fin, là, mis bout à bout, les télécabines, la Tour Eiffel, les trucs qu'on construit, qu'on casse, les machins, c'est combien de milliards, de dizaines, voire de centaines de putains de milliards d'euros, avant même qu'on ait même touché des trucs comme la Sécu, les retraites, le nombre de fonctionnaires. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on n'en est même pas à changer les systèmes, on en est juste à dire le gaspillage, tu vois ? C'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de faire, on n'est même pas en train de refaire les stocks de bouffe. On arrête juste de jeter de la bouffe dans les poubelles. Et ben rien qu'avec ça, c'est des putains de milliards. Enfin, c'est ouf. Et personne ne va jamais y toucher, quoi. C'est une bouillie, c'est un néant. Il faudrait des audits financiers qui prendraient des années, tellement c'est un millefeuille, le bordel, tu vois. Ah, mais c'est des centaines de milliards. Hein. C'est des centaines de milliards, mec. Parce que, mec, les dépenses publiques en France, c'est l'équivalent du budget de l'Espagne, du PIB de l'Espagne. C'est plus de 1000 milliards d'euros. Le commissaire aux comptes qui doit auditer ça, il se tire une balle dans la tête, tu vois. C'est possible. Ouais. Alors bonjour, vous pouvez auditer ça. Alors 2 minutes. Il y a quelques papiers, quelques lignes. J'ai quoi y gagner? Ah ouais, non mais. Mais je vais te donner la preuve que c'est toujours mieux quand c'est géré par le privé. Là, le directeur de la société qui gère la Tour Eiffel, s'il n'avait ne serait-ce que 1% d'action sur les rendements de la Tour Eiffel, mais il se sortirait les doigts du cul pour que ce soit ultra rentable. Bien sûr. Non, il y a évidemment ça. Et puis je te dis, il faut juger ces gens à un moment. Il ne faut pas que ce soit dépénalisé de faire perdre de l'argent public. Ça doit être pénalisé, putain de merde. C'est incroyable, là. Je ne dis pas qu'il faut exécuter tout le monde, mais juste au moins que les mecs se disent, tu vois. Non, mais Bon, la vérité, c'est au minimum, faut virer 90% de toute cette merde à fouet-là, comme dirait Milei, et puis qu'on n'en parle plus. Mais les Français ne sont pas prêts à entendre ces messages-là. Malheureusement, ils sont trop. Le problème, c'est que les Français, comme tu le disais, mec, il y a 6 millions de fonctionnaires. Il y a combien de personnes qui vivent des aides sociales ? Il y a combien de personnes qui sont subventionnées ? Des entreprises, des artistes, etc. Déjà, tous ces gens-là, ça va jamais voter libéral. Ça vide l'État, comme tu l'expliquais très bien au début. Ouais. Bon, et c'est news. S'il y a quelqu'un de news qui nous écoute là, appelez-moi là. On fait un visio là, un truc comme ça. J'interviens dans votre émission et au moins j'entendrai au moins une fois ce discours-là à la télé. Je dis une fois ça à tout le monde. Et je vous fais la démonstration. Une fois que ça passe un peu, que les gens entendent et on voit une petite réaction là, ce serait sympa là. Qu'il y a un média qui se lève parce que ça j'en peux plus. Je me dis à chaque fois je vois les discussions, je me dis mais
on fait semblant de pas voir l'éléphant. Tu sais, l'éléphant, quand on dit il y a un éléphant dans la pièce, là, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on fait semblant. On est en train de parler de savoir, alors est-ce qu'il faut partir à la retraite à tel âge. Mais putain, mais regardez, ils jettent de l'argent, ils font des lingots d'or dans le cul à côté de vous, vous voyez pas, putain de merde. Pendant que vous êtes en train de regarder les retraites, il y a des mecs là, juste à côté de vous, qui prennent des lingots d'or et qui les jettent dans la flotte. mais putain, quoi, c'est incroyable, c'est pour pas être complètement aveugle non plus. Ils les jettent dans la flotte et en plus ils sont irrécupérables, hein. Ils sont dilapidés, en fait ils sont fondus ou ils sont envoyés en orbite autour de la Terre. Oui, c'est ça, c'est ça. On prend notre argent, on le met dans une fusée, on l'envoie dans le soleil directement. Non, mais... Et en plus la fusée est financée avec votre argent. Mais je te jure que j'ai cette image, j'ai cette image de mecs qui sont avec leur carnet en train de dire bon, il faut qu'on fasse des économies, et derrière eux, là en arrière-plan, il y a un mec qui fait un tas de billets qui est en train d'asperger de l'essence dessus, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Et putain, on va réduire de 3000 fonctionnaires, mais non, on va pas privatiser. On va réduire de 3000 fonctionnaires. Putain, mais rien qu'avec la Tour Eiffel, vous perdez plus d'argent que ce que vous coûte ces 3000 fonctionnaires, quoi. Putain, les mecs, tous les jours, ils voient la Tour Eiffel. 200 millions ou 300 millions de déficit annuel, je sais pas combien. On va réduire de 3000 fonctionnaires. mais voilà, c'est ça. Rien que ce que France Télévisions coûte, ça coûte combien c'est 4 milliards d'euros par an. Les fonctionnaires, là, à 3000, ils vous coûtent pas 4 milliards d'euros, vous les payez combien, tu vois? Même s'ils sont très très bien payés, tu vois? Putain, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la dystopie à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Heureusement qu'après, là, je peux sortir, là, tu sais, qu'on fait ça et prendre une mitrailleuse et exploser le truc, parce que sinon, je deviendrais fou, tu vois. C'est ça, en fait, tu vois. Derrière, pour décompresser, je suis obligé de tirer au calibre 50 sur des citrouilles et tout. Parce que sinon, tu deviens complètement... Sinon, tu deviens fou. Sinon, je planifierais des... et tout, je commencerai à devenir cinglé, tu vois. Donc là, ça va, tu sais, je sors, je prends une M240, tu sais, je tire en l'air, ça va un peu mieux. Mais putain, pour les gens qui peuvent pas faire ça, tu deviens fou, quoi. Moi, tu sais comment je me réconforte, mec? C'est qu'au Paraguay, là où je suis actuellement, tu payes 0% d'impôt sur les bénéfices internationaux, mais en plus, t'es même pas obligé de faire une déclaration, tant que c'est des revenus internationaux. Même pas. Bien sûr. À côté de ça, vous financez toute cette merde que Baptiste vient de vous décrire parfaitement. Mais il n'y a pas qu'en France, hein, parce que la Belgique et tous les pays francophones d'ailleurs, hein, que ce soit le Québec, l'Union la Suisse européenne, francophone. vous inquiétez pas déjà. Ouais, mais plus c'est francophone, mec. Oui, j'ai un ami suisse qui me dit si la Suisse était romande, c'est-à-dire francophone en totalité, ça ferait longtemps qu'on serait aussi socialiste que la France. Et tu prends toutes les zones francophones des pays développés, c'est toujours plus socialiste que le reste. Parce que regardez-moi. Parce qu'il y a une influence. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une influence de la France sur le monde francophone. Et on le voit au Québec, etc. Évidemment. Mais ce qui est logique, il y a une influence culturelle. Et donc les mecs disent mais regardez, ça, les marxistes, etc. disent regardez, c'est comme ça en France, c'est comme ça. Et donc il faut s'en inspirer. Et donc forcément, ça tire tout vers le bas, c'est obligatoire. Comme il y a une influence des États-Unis sur le reste du monde anglophone, on va pas se mentir, tu vois. Tu vas en Australie, tu vas partout, ils ont des influences américaines quand même bien marquées parce que forcément c'est le leader anglophone, culturellement, la France est le leader culturel francophone. Ce qui à la base, à la base, ça devait être une bonne chose. Le fait qu'on soit un leader culturel francophone, c'est bien. Le problème, c'est que là, évidemment, comme nous, on est dans la merde, on tire tout le monde vers la merde. Mais à l'époque où c'était bien, à l'époque où la France c'était bien, on tirait les gens vers le haut, tu vois. Donc, à l'époque où il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, où tout n'était pas régulé, où la France était le fleuron industriel, culturel du monde. À l'époque, les Français avaient des couilles aussi. C'est sûr que ça changeait, tu vois. Tout simplement. Dans le monde anglophone, c'est bien vu de gagner du fric et de réussir. Dans le monde francophone, c'est mal vu le fric. C'est mal vu d'être bon, après, attention, hein, en Europe, comme je dis, en européenne et tout, il y a quand même des gros problèmes. Même en Angleterre, qui est un peu plus libéral que nous, c'est quand même très loin d'être le paradis et tout. Hein. Faut se calmer. Même les États-Unis, mine de rien, il y a quand même un gros chemin à faire en termes de dépenses publiques, etc. Mais c'est juste que nous, on est si loin que forcément, à côté des États-Unis, ça nous paraît un paradis libéral. Mais en vérité, même aux États-Unis, il y a un travail à faire. Tu vois. Il n'y a aucun pays qui est complètement dénué de anarchiste,
Voilà. Et donc là où ce que je voulais te dire, c'est que ils sont tous relativement plus ou moins libéral. Et évidemment, Voilà, les c'est ça. États-Unis ou l'Australie, c'est bien plus libéral que la France. Comme la Suisse, c'est bien Voilà. plus libéral que la France. Voilà, Même c'est si ça, malheureusement, exactement. à cause de la démocratie, on voit toujours plus de dépenses, plus Exactement. de taxes, etc. Décennie après décennie, Mm. c'est une fatalité. Et d'ailleurs, les États-Unis, ça n'a fait que depuis Ronald Reagan, c'est la première fois que, et donc c'est pour ça que c'est engageant, qu'il y a une politique qui diffère, une politique qui veut moins d'État. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois depuis Ronald Reagan. George Bush et tout, qui était censé être le camp des conservateurs, en fait, les néoconservateurs, c'était plus d'État. George Bush, il a fait plus d'État, etc. Donc, il y a quand même un réveil. Et comme les États-Unis est un leader culturel aujourd'hui dans le monde, c'est une bonne chose. Parce qu'en Australie, par exemple, c'est pareil. Hein, ils ont un État qui est très, très présent et qui est horrible sur plein de points. Donc, c'est très bien que ça puisse commencer à tourner les mentalités. En Amérique, de manière générale, vous avez aussi Milley qui fait, comme on l'a dit, il y a l'axe Trump-Milley, etc. Sud, ça fait un Donc, gros, il peut y avoir un changement, tu vois. Mais depuis très longtemps, on n'était que sur plus d'État. Et en fait, ce qui varie d'un pays à l'autre, c'est que c'est pas un changement politique. C'est pas un changement politique, c'est un changement culturel qu'il faut, mec. Voilà, et exactement. Ça prend plus de temps, malheureusement. C'est parce que, par exemple, culturel. Trump vient d'arriver, et même si c'est la première fois depuis Ronald Reagan qu'on essaie de réduire l'État, les dépenses du gouvernement fédéral ont quand même augmenté de 100 milliards par rapport à l'année précédente. Oui, la différence aux États-Unis, c'est que les idées sont déjà présentes. C'est la différence. C'est que les gens, en fait, avant, n'étaient pas. Je veux dire, le conservateur américain veut moins d'État. Ça, c'est depuis toujours. Tu vois. Donc, culturellement, il y a ça. Culturellement, c'était présent. Il n'y avait pas de proposition politique. Contrairement où dans les autres pays, c'est culturellement où c'est pas forcément présent. Où il faut d'abord que l'idée fasse son chemin. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gouvernements de gauche après Bush. C'est parce que pour le conservateur américain n'avait pas de candidats, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de conservateurs américains qui ne votaient pas parce qu'ils disaient non mais en fait moi je vais pas voter pour Bush ou comment il s'appelait l'autre mec après, j'ai oublié pour son des nom, interventionnistes étatistes. McCain, exactement, parce qu'en fait c'est pas mes idées. Mais je ne vais pas non plus voter pour la gauche. Et en fait, ils se désintéressaient de la politique. Et aux États-Unis, il y a une facilité à être plus autonome, indépendant, etc. Donc, tout le camp patriote était un peu en mode vivez le moins possible avec l'État et tout, jusqu'à ce que Trump émerge et que là, des mecs se disent ah, il y a quand même un mec qui représente pas forcément à 100%, mais au moins une part de nos idées, c'est-à-dire être constitutionnaliste, être pour une réduction de l'État et tout. Donc, c'est revenu. Et puis, pour les jeunes générations qui étaient vraiment baignées dans le socialisme, mais mine de rien, on peut dire merci à Charlie Kirk, c'est vraiment le bon exemple. Ce mec-là, il a vraiment fait évoluer ces idées-là, les idées de réduction de l'État, etc., auprès des jeunes étudiants et avec une aura gigantesque. Et Charlie Kirk, c'était vraiment la figure de proue, mais je veux dire, il y en a énormément. Et je pense que c'est aussi pour ça que les jeunes générations aux États-Unis, dans les États notamment du Sud, les jeunes générations rurales, etc., sont mieux formées, mine de rien, au niveau, je dirais pas politiquement, mais moralement mieux formés sur les idées que nous, chez nous en France, tu vois. Ils sont plus exposés aux idées au lieu d'avoir juste le discours de la doxa. Parce que tu parles à quelqu'un, moi par exemple, je discutais. Parce que je veux te dire, mec, là, avant que tu continues ça, juste un petit comparatif. Aux États-Unis, il y a au moins 40% de la population qui est pour une réduction de l'État. En France, il y a toi, moi et les 40 000 gars qui regardent Radio Dixie. Oui, non, mais globalement, oui, aux États-Unis, je veux dire, c'est admis, tu vois. Là, je voyais il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui fait des vidéos sur Insta et qui dit genre par exemple si vous vous installez dans la campagne aux États-Unis, voilà ce que vous devez savoir. Si vous vous installez dans le sud, tu sais, et c'est des trucs un peu humoristiques et tout, mais par exemple dans le truc la dernière fois il disait l'État c'est un mal nécessaire et puis genre on n'aime pas, non il disait l'État on n'aime pas trop ça, mais on sait que des fois on en a besoin, tu vois. Il disait ça, genre c'est admis que c'est normal dans la campagne américaine de penser ça. Ou par exemple sur l'école il disait ne nous dites pas comment élever nos enfants, on préfère élever nos enfants nous-mêmes, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment dans la mentalité de monsieur tout le monde à la campagne. Il y a un sondage qui est sorti et l'année dernière, 20% des Américains se disent de sensibilité libertarienne. Ça, t'imagines. Incroyable en France, ça. T'imagines, libertarienne. Improbable. Donc combien sont juste déjà des gros libéraux, tu vois. C'est vraiment, quand on a 20% qui sont carrément libertariens, non mais c'est vrai, c'est important, mine de rien. La suite. Je te passe un petit extrait. Alors là, regarde, étape par étape, toute la merde
qu'a fait le service public belge. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé cet article. Après 6 ans à l'arrêt et 40 000 € de frais, la Tesla de la police de Zaventem peut enfin démarrer. Bien. Bon, je me suis intéressé au truc. Ah, y a rien qui va dans cette histoire. En 2018, la commune de Zaventem annonçait que la police locale serait la première à rouler en Tesla par souci de transition écologique. Ok, pourquoi pas. En 2020, la police de Zaventem a acheté 2 Tesla aux Pays-Bas. Hein? Aux Pays-Bas? Mais pourquoi? Non, mais en Belgique aussi, il y a des points de vente Tesla. Certes, il n'y en a pas beaucoup. Pour être précis, il y en a 7, dont un à Zaventem, à 2 km du poste de police. Et comme quoi, il n'y avait pas besoin d'aller si loin. En fait, il s'agissait d'un marché public, donc ils ont fait un appel d'offres, et les marchés publics ne prévoient pas une priorité nationale. Pour le coup, c'est con parce que ça va leur coûter de l'argent. Encore. Mais bon, c'est de l'argent public. Pourquoi faire attention aux dépenses? C'est pas leur pognon. Et donc, en 2020, ils ont acheté 2 Tesla Model S full équipés pour 240 000 €. Eh ben, on ne se refuse rien. Moi qui pensais que la police manquait de moyens, apparemment pas à Zaventem. 240 000 balles pour 2 voitures qu'ils ont payées intégralement avant de les avoir reçues. Ça, par contre, c'est un peu con. Très con, même. Ah ben, si ça n'avait pas été de l'argent public, peut-être qu'ils auraient agi normalement. On paye un acompte et le solde à la livraison. Mais non, les rois du pétrole, ils ont tout payé d'un coup. Une fois les véhicules achetés, ils les ont pas reçus. Enfin si, mais la livraison s'est fait attendre longtemps. J'ai envie de dire, comme d'hab, ça en Belgique, c'est devenu un classique. On achète, et ensuite, on verra bien, mais on espère quand même que ça ne va plus trop traîner, là. 2 ans. Ils ont attendu 2 ans avant de recevoir leur Tesla. Mais, oui, il y a un mais. Ah oui, sinon ce ne serait pas drôle. Quand ils ont reçu les véhicules, il n'y avait pas les documents nécessaires pour l'immatriculation en Belgique. Ah, c'est con ça, s'ils avaient acheté ici, ah ben ils n'auraient pas eu de soucis. Bon, point positif, ils n'ont pas abusé de leur pouvoir. Ben, c'est la police, tu vois, ils auraient pu mettre n'importe quelle plaque dessus, qui allait les contrôler. C'est eux qui font les contrôles. Finalement, ils ont reçu les papiers, mais que pour un des 2 véhicules. Ouais. Et pour le second, alors là c'est somptueux. Et il manquait les papiers parce que le vendeur avait vendu la voiture 2 fois. Une fois à la police de Zaventem et une fois à une société de leasing néerlandaise. Ce qui fait que la société de leasing possédait les documents mais pas le véhicule, alors que la police de Zaventem avait la voiture mais pas les papiers. Ah ouais, il y a des gens, ils ont peur de rien, donc forcément, ils ont attaqué le garage en justice. Mais pour se protéger, il s'est mis en faillite. Classique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la commune a trouvé un arrangement, ils vont pouvoir récupérer les papiers. Enfin, ils vont payer 10 000 € pour avoir les papiers. Oh, bah tu sais, à ce stade, on ne compte plus. On compte tellement plus qu'ils vont même devoir payer une 2e fois la TVA. 18 000 €. Bim. Pourquoi payer une 2e fois la TVA? Mais parce que ça correspond à la TVA sur le prix d'achat de la voiture. Bah, comme eux, ils avaient tout payé d'un coup au début, mais qu'ils se sont fait arnaquer et que la Tesla, finalement, elle est restée immatriculée aux Pays-Bas, bah, sur le plan administratif, ils doivent la réimporter. Et par conséquent, ils doivent repayer la TVA. Voilà. Ah, exceptionnel. Ouais, Même Monique, 70 ans, qui s'achète une Ford Focus, elle fait pas autant de merde. Même notre ministre de la ruralité, qui pourtant est... Dieu sait que... Non mais voilà, c'est lunaire, mais c'était une bonne exemple de montrer que voilà, on tape tout le temps sur la France, mais il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que les Français. La francophonie, c'est pas mal. Je sais pas si ça vous rassure, en fait. Mais voilà, au moins, on ne pourra pas nous accuser. C'est intéressant quand même. Ils achètent en Hollande, alors qu'il y en a en Belgique à 2 km du poste de police, car il y a moins d'impôts et de réglementation en Hollande, donc ça revient moins cher. Mais la gestion de l'achat, par ces retardés de fonctionnaires, est tellement calamiteuse qu'au final, ça leur revient plus cher. Non, mais bien sûr, c'est incroyable. Les mecs, à la base, ils font ça pour économiser. Non, bref, c'est une catastrophe, c'est comme d'habitude. Je vais vous lire un petit mot avant qu'on finisse, juste pour, si tu veux, j'ai oublié de t'en dire, mais pour la Furia, qui, je sais pas si vous avez vu, mais qui subissent une grosse censure, ce qui était vraiment, vraiment prévisible pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont retirés des points de vente publics, enfin dans l'espace public, et ça vraiment je m'en doutais, j'étais déjà très surpris qu'ils soient vendus dans les kiosques, etc. Je savais que ça allait pas durer. Évidemment, comme d'habitude, la décision est illégal, mais voilà, je vous ai expliqué en début d'émission, illégal face à l'État, ça ne veut rien dire. Donc voilà, il n'y a pas de vraie raison légale, il n'y a rien, mais c'est comme ça, et honnêtement, je vous le dis, ils ne gagneront pas, ils ne seront pas remis. J'y crois pas du tout qu'ils soient remis dans les points de vente, mais voilà, il faut un très bon boulot. Une association progressiste qui porte plainte, et c'est un juge marxiste qui décide. Donc voilà, c'est ça. Et derrière, il y a l'État, il y a un conseil d'État qui valide, bref, c'est toujours pareil. Sachez juste que vous pouvez quand même voir, en fait, ceux qui achetaient leur magazine dans les points de vente, vous pouvez le recevoir chez vous, tout simplement en vous abonnant. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la Furia si ça vous intéresse. C'est quand même un très bon magazine. Voilà, il y a quand même en France, il n'y a pas grand-chose en termes de magazine directement. Il y a notre ami... Ne serait-ce que pour annoncer la couleur quand vos invités vont aux chiottes. Ouais, voilà. Il y a notre pote
Note pas trop, je dis qui est dedans. Il y a notre collègue Papacito, il y a Laurent Berton qu'on aime beaucoup. Enfin voilà. Donc il y a quand même pas mal de gros noms dans la Furia qui font du très bon boulot. Voilà. Je vous dis, hein, c'est pas du tout Laura qui m'a demandé de dire ça, mais je le dis parce que j'ai vu comment ils galéraient, etc. Et donc voilà, si ça peut leur faire gagner des abonnements, n'hésitez pas. Je pense pas que vous soyez abonné à beaucoup de magazines. Là, ça vaut le coup. Vous pouvez le recevoir chez vous. Je crois que c'est un mensuel. C'est quand même du très bon boulot. C'est pas des trucs faits vite fait. Hein. C'est quand même du gros boulot qu'ils font derrière. C'est un truc très bien foutu et tout. Donc si ça vous intéresse, allez-y, vous les soutenez et puis vous faites un petit doigt d'honneur Bah, si à ça marchait, l'État si ça marchait, sur c'est ça. qu'il y a une raison, hein. Et s'ils sont Eh oui, obligés ça de le marche, faire exactement. s'ils sont obligés de le faire, s'ils sont obligés de les attaquer à travers la justice marxiste, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est parce que ça marchait. Exactement. Sinon, il n'y aurait pas Exactement. besoin de les attaquer. Donc n'hésitez pas, voilà. C'est toujours sympa de ce genre de choses de soutenir. Et puis voilà, comme je dis, ça fait un petit doigt d'honneur à l'État. Donc À la République. c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ah bah parfait, c'est vraiment cool de ta part, mec. Est-ce que je te propose un truc? Est-ce que tu veux que je te lise la prochaine actu en 3 minutes et je te laisse réagir en 5 minutes? Non, vraiment, il faut que j'aille. J'ai une réunion SOS Ah, Maman je suis Solo juste désolé, mec, derrière c'est et de ma ils faute. attendent déjà. Non, En c'est plus, ma je sais faute que aussi, tu mais voulais parler de ça. ouais. On en parlera à la prochaine émission parce que c'est quand Oui, même oui, on peut en intéressant. parler à la prochaine émission parce qu'en vérité, c'est toujours bon. Ouais. Voilà. Et on Yes. verra quand est-ce qu'on fait ça. Merci à tout le monde, merci Baptiste. Comme d'habitude, l'émission sur Patreon dans les prochaines heures, patreon.com/leguise. Allez sur le Patreon de Baptiste, allez faire des dons de $25 pour l'association SOS Maman Solo pour gagner une chance de gagner un super voyage au Texas. C'est pour une bonne cause et en plus, vous avez une grande chance de gagner. Tous les liens sont en description. À la prochaine fois, les gars. Ciao. Ciao.